Invité du Grand Direct ce soir en duplex depuis notre studio parisien, le député UMP de Paris, Claude Goasguen, également président du groupe d'amitié France-Israël. Bonsoir, monsieur Goasguen. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans le Grand Direct. Alors, cet après-midi devait avoir lieu une séance de questions au gouvernement, comme le veut la tradition, et bien tous les députés du groupe UMP ont décidé de boycotter cette séance en solidarité avec ce qui vous est arrivé hier. Est-ce que cette affaire n'a pas pris trop d'ampleur, selon vous? Non, en réalité, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Depuis plusieurs semaines, le gouvernement s'est enfermé dans une attitude qui est une attitude de fermeture, c'est-à-dire qu'il se parle à lui-même, qu'il ne répond pas aux questions, voire même d'ailleurs qu'il provoque des incidents dans des interpellations comme celle qui a eu lieu hier, mais qui n'est pas la première. Et donc il arrive un moment quand même où dans le Parlement, lorsqu'une assemblée se réunit, il est normal que l'opposition pose des questions, il est encore plus normal que le gouvernement y réponde. Mais le gouvernement s'est enfermé dans cette stratégie qui consiste à nier toutes les réalités. On nous dit, les finances de la France vont bien, et on leur dit, mais enfin, il y a des questions qui se posent, on ne répond pas, c'est toujours la faute des autres. Monsieur Payon fait une réforme scolaire, il nous dit ça marche très bien, ça ne marche pas, ça fait rien, il nous répond que ça marche. Et hier, monsieur Valls a commis quand même cette bourde, en perdant un peu son sang-froid, parce qu'au fond, il était très ennuyé par le fait que la manifestation à Nantes, qui a été extrêmement violente, n'avait pas subi, je dirais, les mêmes sanctions que celle précédente, qui avait été beaucoup moins violente, de l'Union pour le mariage pour tous. Donc nous l'avons attaqué, et c'est normal, en disant qu'il y a deux politiques, une politique de répression pour la droite et une politique de non-répression pour la gauche. Et c'est là que M. Valls, pris dans ses contradictions, s'est permis de m'interpeller personnellement. Mais en fait, l'interpellation personnelle qu'il a commise à mon égard n'était finalement que la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Et nous avons donc décidé, puisque le gouvernement refusait de répondre et niait les réalités qui s'opposent à ce pays, de donner une sanction en disant, ben écoutez, puisque c'est comme ça, nous ne participerons pas aux questions d'actualité, puisque vous ne voulez pas répondre aux députés, nous allons boycotter une séance d'actualité, en espérant que le gouvernement, au retour des municipales, peut-être le nouveau gouvernement d'ailleurs, prendra une attitude un peu plus démocratique à l'égard de l'opposition. La rupture est une rupture qui était nécessaire. Monsieur Elle Goasguen, est indispensable dans une démocratie parlementaire. Est-ce que vous avez été surpris justement par les propos tenus par Manuel Valls, qui vous a accusé, finalement, vous nommément, de venir de l'extrême droite? Oui, de venir de l'extrême droite, parce qu'en réalité, je vais vous dire, M. Valls d'abord était bien mal renseigné. J'ai été obligé hier soir de mettre les points sur les i. Je n'ai jamais appartenu à un mouvement d'extrême droite. Il était question que j'appartienne à Occident. Non, je n'ai jamais appartenu à Occident, ni à aucun mouvement d'extrême droite. Mais très franchement, au fond, ce qui a perturbé M. Valls, c'est qu'il m'avait vu à la tête de la manifestation du mariage pour tous, et 1 million de personnes, pour lui, c'était considéré comme une manipulation de l'extrême droite. En réalité, M. Valls était très gêné, et je crois que la gauche n'a rien compris en réalité aux problèmes qui se posent aux familles. Cette manifestation les perturbe, mais ils ne comprennent pas, c'est une grave faute politique. Donc, comme il était coincé dans ses propres contradictions, il m'a interpellé moi, comme il aurait pu interpeller mon voisin. En réalité, c'est ce qu'on appelle envoyer un coup de pied en touche pour se débarrasser d'une question embarrassante. Mais cela étant, ce n'était que la 3e fois que M. Valls commettait ce genre de choses. Il avait déjà commis une erreur de ce genre, une boutade de ce genre assez désagréable, lorsque, discutant d'un problème concernant une loi sur le terrorisme, et que notre avis n'était pas le même que le sien, il nous avait quasiment accusés d'être des complices du terrorisme, ce qui est quand même relativement grave à l'égard de députés élus démocratiquement dans une assemblée démocratique. Donc on a trouvé quand même que c'était un peu trop long, que cette attitude que M. Cazeneuve employait aussi, en traitant de cacatoès les députés de l'opposition, en insultant une députée de l'opposition, enfin bref, cette volonté aussi de masquer la réalité. Vous savez, aujourd'hui, il va y avoir les chiffres du chômage. C'est même pas la peine qu'on soit présent à l'Assemblée nationale. Je sais déjà ce que M. Passaba va dire. L'inversion du chômage est réussie, même si les chiffres disent le contraire. Il arrive un moment où un gouvernement qui s'enferme ainsi dans l'autisme ne peut qu'être rappelé à la raison par les groupes d'opposition, et je crois que nous avons bien fait
de boycotter cette séance qui restera quand même un moment fort qui montre que le gouvernement ne va pas, que l'opinion publique ne suit pas et que le Premier ministre doit prendre en considération ce que l'opinion publique et l'opposition lui disent. Alors justement, parlons un peu de ce climat délétère qui règne en France quand même. On voit bien, ça se ressent dans le jeu politique, mais on a vu ces manifestations d'extrême gauche qui dégénèrent à Nantes. Il y a eu cette manifestation d'extrême droite, clairement néo-nazie, avec ses slogans entendus, où l'extrême gauche était également présente. Comment vous expliquez qu'on en soit arrivé là, Monsieur Goasguen? Écoutez, dans les pays en crise et dans les pays démocrates, malheureusement, la bête immonde est toujours présente, comme disait Bertolt Brecht. Que ce soit l'extrême droite ou que ce soit l'extrême gauche, quelles que soient les religions ou les opinions politiques de ceux qui y participent, il y a des choses qu'on ne peut pas entendre. Et M. Valls, à cette époque, lorsqu'il s'est agi de la manifestation qui a succédé à cette malheureuse affaire Dieudonné, M. Valls a été énergique. Et nous l'avons approuvé. Mais malheureusement, sur l'affaire de Nantes, nous n'avons pas retrouvé la même énergie. Et je trouve que, de ce point de vue, les contradictions internes du gouvernement, qui pâtit terriblement de la situation économique, vous vous rendez compte que le Premier ministre, qui était maire de Nantes, dans sa ville, a vu un de ses ministres, Mme Duflot, appeler à la manifestation dans sa ville contre un de ses projets, et que M. Valls a été attaqué, et que M. Valls a reçu certainement des consignes pour ne pas pousser trop loin l'affaire dans l'affaire de Nantes. Donc nous sommes en réalité en pleine désorganisation gouvernementale, qui fait une désorganisation politique qui suit un problème économique et social extrêmement grave. La France est très en difficulté. Sur le plan financier, sur le plan de sa politique extérieure, sur le plan diplomatique, sur le plan militaire, en ce moment, la France va mal. Et lorsque un pays va mal, comme la France, malheureusement, on voit bien apparaître les mauvais stigmates, les mauvais génies, qui sont toujours soit du racisme, mais beaucoup d'antisémitisme. La France ne peut pas accepter que des cris antisémites aient été poussés le 2 février dans une manifestation de rue à Paris. Et il faut bien évidemment prendre ces choses en considération et considérer qu'il y a là un danger pour notre démocratie. Alors justement, vous parliez de cet antisémitisme. On voit aussi que les Juifs français qui quittent la France pour venir en Israël n'ont jamais été aussi nombreux qu'en 2013. Vous présidez ce groupe d'amitié France-Israël. Ça ne doit pas vous réjouir quand même? Non, ça ne me réjouit pas, ça m'inquiète. Ça m'inquiète beaucoup, cela tient à plusieurs raisons. Cela tient d'abord à la fusion qu'il y a dans la presse et même dans notre diplomatie, il faut bien le dire, entre antisionisme et antisémitisme. L'image d'Israël n'est pas donnée comme valorisante dans la presse française. Et à partir de là, sur des esprits qui sont finalement travaillés par des courants divers, on passe facilement de l'antisionisme à l'antisémitisme. Et je pense que la France doit réagir. Elle doit réagir fermement, non seulement par la répression, mais il faut absolument qu'au-delà de ce qui s'est passé sur Dieudonné, le garde des Sceaux, Mme Taubira, qu'on n'a pas vu dans ces affaires-là, puisse adresser une circulaire générale au procureur pour combattre les délits très graves que sont les délits d'antisémitisme, combattre les affaires de boycott qui prennent du terrain dans l'économie française, combattre les petites délinquances que nous voyons tous les jours. Tous les jours dans ce pays, il y a des délinquants qui se permettent de maltraiter un juif parce qu'il est juif. Comprenez, l'histoire ne doit pas se renouveler, notre démocratie est sortie de 1945 très affaiblie, notre pays a, peut-être moins que d'autres, participé à ce drame international qu'a été la Shoah. Je ne souhaite pas, moi, comme tous les démocrates, de droite et de gauche, j'espère, recommencer ce schéma. L'antisémitisme est, hélas, un mal récurrent dans les périodes de crise. Alors, hier, un intellectuel, Bernard-Henri Lévy, qui s'implique beaucoup dans les dossiers internationaux, disait qu'actuellement, il valait peut-être mieux être juif en Ukraine, que l'extrémisme était peut-être moins fort en Ukraine, contrairement à certaines apparences, qu'en France. Est-ce que vous partagez son analyse ? Non, c'est pas le même. C'est vrai que l'Ukraine a toujours été un pays marqué dans son histoire par l'antisémitisme, avec ce qui s'est passé pendant la dernière guerre, ce qu'on a appelé la Shoah blanche, avec des travaux historiques qui ne sont pas terminés, mais qui font froid dans le dos. Mais ce n'est pas le même antisémitisme. Il existe aussi en Ukraine. On voit bien, il y a eu des synagogues qui ont été incendiées encore récemment. En France, il prend une connotation un peu différente, liée davantage à l'existence d'Israël.
dans la mesure où nous avons une communauté musulmane qui est très importante et une communauté juive qui est très importante et qui est directement en réaction sur ce qui se passe au Moyen-Orient. Et comme vous le savez, le Moyen-Orient est en ce moment parcouru par des guerres qui sont des guerres terribles. Il faut bien voir que, par exemple, les Français écoutent d'une manière hallucinée un certain nombre de djihadistes français qui sont engagés en Syrie et qui font des interviews à la radio où non seulement ils sont contents de se battre en Syrie contre Assad pour le djihad islamique, mais encore de dire que, bien entendu, ce qu'ils font en Syrie, ils le feront en France. Il y a un progrès de l'islamisme qui ne correspond pas à la communauté musulmane française, mais il y a un progrès de l'islamisme qui est extrêmement inquiétant et qui fait un peu la particularité dans la lutte contre Israël de l'antisémitisme français par rapport à ce qui se passe en Ukraine. Mais je ne dirais pas quand même que les Juifs sont aussi menacés que le passe Bernard-Henri Lévy, même s'il a raison de soulever cette question qui peut devenir grave. Nous sommes quand même très attentifs à gauche et à droite que les choses reviennent à une norme démocratique. Alors, Claude Goasguen, vous parliez justement du Proche-Orient. Le dossier israélo-palestinien, on le voit bien, n'avance pas, en tout cas pas aussi vite que peut-être que le voudraient les Américains. Est-ce que vous avez, vous, justement, l'impression que c'est Israël qui freine ou que ce sont les Palestiniens, ou les deux à la fois? À qui la faute? Non, écoutez, moi je pense que cette guerre larvée ou ouverte, qui se déroule maintenant depuis plusieurs décennies, doit se régler entre les partenaires palestiniens et les partenaires israéliens. Que l'intervention internationale, malgré toutes les pressions des Américains et d'autres pays, malgré toutes les difficultés qu'on a avec l'Union européenne à expliquer que la situation ne peut pas se régler par des oukases décidés de l'extérieur, cette situation, elle ne pourra évoluer que lorsque les deux partenaires se mettront à la table et feront des concessions réciproques. Alors les Palestiniens reprochent évidemment à Israël beaucoup de choses, mais très franchement, c'est mon sentiment, mais vous savez à quel point j'ai toujours défendu la présence d'Israël au Moyen-Orient, qui est une démocratie exemplaire. Je voudrais dire que dire qu'il y a un État juif, ce qui peut évidemment choquer la communauté internationale, c'est quand même considérer l'histoire du peuple juif. Et l'histoire du peuple juif, c'est une longue suite de massacres. Et on comprend parfaitement qu'une population, à un moment, ait voulu de trouver un toit qui soit un toit sûr. Cela étant, tout doit se faire avec les Palestiniens, chacun doit faire des concessions, mais je ne crois pas à la pression américaine. D'ailleurs, les Américains qui ont décidé de déserter le terrain du Moyen-Orient, sont-ils les mieux placés pour le faire? Vous savez, dans la négociation qu'il y a eu avec l'Iran, où la France n'a pas eu un rôle majeur d'ailleurs, malgré les discours du président de la République, on a choisi au fond en Iran de jouer la carte économique avec des gens qui sont affamés et sur lesquels les entreprises américaines et européennes vont pouvoir avoir des moyens de compenser la crise qui existe en Europe ou aux États-Unis. Mais c'est un jeu de poker menteur. On ne sait pas du tout ce que les Iraniens et la direction iranienne va faire. Et les Américains sont en train de marquer à l'égard du Moyen-Orient un désengagement qui peut être extrêmement pervers. Car dans ce monde qui est en ébullition et qui est parcouru par des guerres qui sont terribles, avec des massacres terribles. Je pense en particulier aux chrétiens d'Orient, dont on oublie très souvent que ce sont des dizaines de milliers de morts par an qui sont frappés de l'Égypte jusqu'à la Turquie, en passant par le Kenya ou dans tous les endroits où le djihadisme est en train de triompher. Eh bien, l'absence des États-Unis est regrettable, mais elle doit être remplacée. Et vous trouvez que la France ne le fait pas en ce moment ? Vous trouvez que la France ne joue pas justement un rôle plus important là-dessus? Vous ne reconnaissez pas ça à François Hollande? Non, franchement, je crois que François Hollande est trop lié par la faiblesse du pays aux desiderata des uns et des autres. On l'a vu dans la malheureuse affaire de Syrie, où François Hollande s'est engagé le premier, et puis finalement le retournement américain nous a placés dans une situation un peu ridicule d'un pays qui s'apprêtait en réalité à intervenir et qui, évidemment, avec le retrait américain, n'était plus capable de le faire tout seul. Malheureusement, la France n'est pas en situation économique et sociale susceptible de pouvoir intervenir efficacement. Elle peut le faire sur le plan des idées. Je souhaite par exemple que la France, et je l'ai dit au ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, je souhaite que la France fasse passer une résolution à l'ONU sur la protection des minorités chrétiennes au Moyen-Orient, sur la protection générale d'ailleurs de tous les cultes,
Parce que ce qui nous frappe tout de même, c'est qu'il y a désormais beaucoup de conflits qui sont des conflits qui deviennent de plus en plus religieux. Du moins, en apparence, la réalité est beaucoup plus complexe. Mais la France pourrait utilement, aux Nations Unies, porter la voix d'un pays qui en a assez de voir quand même les massacres se perpétrer dans la plus grande indifférence. Au fond, on voit un monde musulman qui est très partagé entre les chiites et les sunnites, avec des atrocités insupportables qui nécessitent une intervention humanitaire. Et je suis tout à fait conscient du fait que la France ne peut pas se désintéresser de cette affaire. Mais en même temps, il faut quelque part intervenir pour arrêter les massacres. Et je crois que la sécurité d'Israël, qui n'est pas en cause, car les Américains, je crois, sont sincères dans leur volonté de protéger Israël, la sécurité d'Israël, qui pour l'instant n'est pas menacée, doit être prise en considération dans cet ensemble, dans cette espèce de chaudron qui est devenu le Moyen-Orient. Alors qu'est-ce que peut faire la France? Eh bien d'abord, il faut que la France se rétablisse sur le plan économique pour pouvoir intervenir utilement. Merci beaucoup Claude Goesgen, député UMP de Paris et président donc du groupe d'amitié France-Israël à l'Assemblée. Merci d'avoir été l'invité du Grand Direct en duplex depuis Paris. Merci à vous, bonne soirée. C'est la fin du Grand Direct, nouveau journal à venir.